Bon, ce soir, on a un invité, alors je compte sur vous. Oh bah super, comme si on allait faire de la merde. Non, mais c'est bien, la confiance règne. Non, 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 mais alors, c'est pas ça, c'est juste accueillez-le correctement en fait. Après, vous faites l'émission comme d'hab. Salut à tous. Salut Greg. Eh bien, le bonjour, très cher. Oh, tu peux m'appeler Greg, tu sais. Nous ne sommes que chroniqueurs, nous n'avons pas le droit de parler ainsi aux invités. Pardon? Ok, donc, ouais, hyper chiant en fait. Bon, je t'explique vite fait, mais en gros, avant que t'arrives, je leur ai dit de bien t'accueillir et voilà, bah ils en font trop. Oh non, Julia, nous avons offensé le maître. J'espère qu'il nous punira. Ouais, alors pour le coup, on m'avait pas vendu ça, moi. Non, non, mais stop, c'est une connerie, c'est tout, vraiment. Qu'est-ce que tu fais, Greg? T'appelles qui là? Vous avez demandé la police. Ne quittez pas. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Culture Ims, le podcast de la culture avec un gros cul. Je suis Florent et je suis aujourd'hui accompagné de Julia. Salut Julia. Salut. Comment ça va? Bah ça va bien et toi? Écoute, et magnifiquement bien. C'est l'hiver, mais bon, ça va, il fait beau encore pour une fois, donc c'est cool. Je suis aussi avec Seb. Salut Seb. Salut. Ça va? Oui, écoute, retour de vacances, donc on est bien, on est prêt. Ah, retour de vacances, donc on est frais, c'est bon, ça j'adore. Et aujourd'hui, nous avons un invité qui nous rejoint pour la première fois. Et ce n'est autre que Greg. Salut Greg. Salut à vous, merci de m'accueillir. Oh ben de rien, merci à toi de venir un petit peu comme ça, j'allais dire à l'emporte-pièce, parce que je cherchais absolument quelqu'un pour parler du sujet dont nous allons parler ce soir, et tu as gentiment accepté, donc je te remercie pour ça. Donc ce soir nous allons donc parler de The Handmaid's Tale, et on va tout de suite utiliser la version française, donc la servante écarlate, ce sera beaucoup plus pratique pour tout le monde je pense. Ensuite je m'occuperai de la minute du cul, puis vous le savez, nous terminerons sur le conseil de classe. Et là, c'est parti pour The Handmaid's Tale. Donc la servante écarlate, ce sera beaucoup plus sympa pour tout le monde. Ouais. Une série réalisée par Reed Morano, qui est une réalisatrice, et produite par Bruce Miller, qui a fait notamment The 100, parce que je dirais pas non plus The 100. Excuse-moi de te couper, mais tout à l'heure tu parlais de Morano, aucun lien avec Nadine? Oui, c'est ta sœur. D'accord, très bien. Murano en plus. Ah, Murano, Réflexe professionnel. on sait Et qu'elle donc, nous écoute. Bruce Miller à la production, qui a fait également Medium, si vous vous souvenez de cette super série sur M6. Ça me dit Avec quelque chose. Patricia Arquette, c'est ça? Tout à fait. Et voilà, le puits de science, il est là, bim bim bim. Allez, c'est tout de suite. Ah, on m'a dit il faut faire quelque chose. Il y a des grosses lacunes. Bah, voilà, j'interviens, c'est comme ça. Hein. Ok, très bien. Donc la série date de 2017 et c'est l'adaptation du roman de Margaret Atwood qui est sorti à la base en 1985. Donc quand même petit délai entre écriture-parution du roman Petit et temps de latence, décision de faire, la série, qui en est à sa 5e saison, qui arrive en 2022. Donc toujours en cours. Au casting, on a l'excellente Elisabeth Moss, que tout le monde commence un petit peu à connaître, ne serait-ce que de visu. Elle a joué dans Mad Men, elle a joué dans Invisible Man récemment aussi. D'accord, ok. Et on a Joseph Fiennes qui joue le commandant Waterford et qui lui apparaît dans Shakespeare in Love, par exemple. Et qui est de la famille de Ralph aussi. Oui, C'est ça. de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Voldemort et qu'il l'est Ouais. pas, mais voilà, c'est pas Voldemort du coup. C'est pas lui. On peut citer son nom, ça va.
Et aussi, surprise, donc l'écrivaine Margaret Atwood, elle a été productrice et consultante sur le projet quasiment tout au long de la série. C'est bien. Elle fait même une petite apparition sur le premier épisode, qui ne nous étonne pas trop si on a lu les bouquins, parce que tout le monde s'accorde à dire que la série est très fidèle au roman, même si elle va au-delà. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal que ce soit fidèle, hein, effectivement. Et au niveau du box-office, les critiques sont unanimes. C'est une série qui est super bien notée et qui a toujours autant de succès au bout de sa presque 5e saison. Donc maintenant, on va passer au synopsis quand même, qu'on s'explique un peu de quoi il en retourne, parce que c'est pas forcément très, très simple. Donc ça se passe à l'époque contemporaine. Le monde connaît une crise de la fertilité et rares sont les femmes en capacité de procréer, ce qui fragilise le pays, donc les États-Unis. Et un groupuscule en profite pour prendre le pouvoir, alors ça se fait pas comme ça, petit à petit, en invoquant le retour à des valeurs plus que traditionnelles, puisque d'après eux, en fait, cette baisse de la natalité, de la fertilité, serait une sorte de punition divine pour le mode de vie actuel. Ok, Zemmour. Conservateur, quoi. Clairement. Ouais. Ouais. Allez. On s'est trop écarté du droit chemin, les gars. Et donc, les États-Unis deviennent alors Gilead, une jolie petite région où il fait bon vivre absolument pas, une dictature qui repose sur des règles oppressives incroyables et qui impose le schéma suivant. Le pouvoir est détenu par des hommes puissants qu'on appelle les commandants, ou qui les vivent avec leurs épouses. Très bien. Et celles-ci, alors, elles doivent pas non plus lire, écrire, travailler, faut pas abuser, hein. Et puis quoi encore? Attends, il manquerait plus qu'elles aient des droits. Voilà, bientôt pour voter. Et en effet, celles-ci, elles doivent pas non plus se plaindre quand on voit un peu le sort qui est réservé aux autres femmes et aux autres types de personnages dans la série, puisque dans la série, comme dans le livre, il y a différentes typologies de personnages. On classe les citoyens et en particulier les femmes. On a les Martha, qui sont les domestiques, donc qui vivent dans la demeure des commandants et des épouses et qui font tout ce qui est popote, ménage et compagnie. Et qui sont habillés en vert. Alors, il y a des codes couleurs en fonction des personnages, au cas où on n'aurait pas compris, dans la série, et ça a une importance visuelle tout du long. Donc les Martha, elles sont en vert-gris, ce sont les domestiques. On a les servantes, comme l'héroïne de la série June, qui ont un rôle de reproductrice. Il s'agit de femmes ayant la capacité de procréer et qu'on a enlevées à leur précédent foyer pour les placer dans les maisons des commandants afin de donner un enfant à ces derniers qui sera élevé par l'épouse, bien sûr, pour les trucs chouettes, et par la Martha pour le pipi caca. Allez. Donc on suit la vie de June qui devient une servante après qu'on lui ait arraché son mari et sa fille. Son mari qui aura réussi, on verra, à fuir, mais qui est toujours en quête de son épouse. On leur a arraché leur petite fille, puisque à l'époque, quand donc cette dictature a pris forme, on a enlevé tous les enfants qui étaient déjà nés à leurs parents pour les placer déjà dans les familles des commandants. Et on a replacé donc leur mère dans des foyers donc dépourvus d'enfants, et donc elles doivent faire des enfants. Quand elles réussissent à en faire un dans un foyer, on les met dans un autre pour en faire profiter tout le monde. Voilà. Notion de partage, j'adore. Ah, C'est important, la vie en communauté. Mais on garde quand même l'ADN du commandant. Hein. Oui. Oui. June n'aura donc de cesse, tout au long de la série, de se rebeller afin de sauver ses proches et de retrouver sa petite fille. Oh, c'est magnifique tout ça. Une belle histoire qui commence. Ah, ça me laisse rêveur, hein, franchement. Pour ça que oui. Merci Julia, et nous allons tout de suite passer à la suite de l'émission avec la Minute du cul. Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Oui, c'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Eh bien non, mesdames et messieurs, moi quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres, et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien on en parle. Quasi, active la minute du cul en rotant. Et pour cette minute du cul, j'ai dit que c'était moi qui allais la faire, mais j'ai un tout petit peu menti, et j'aime bien quand on a des invités, puisque cette minute du cul va nous permettre d'en apprendre un petit peu plus sur Greg, qui va un petit peu se présenter et qui va un petit peu faire la promo de tous les podcasts dans lesquels il sévit. Oui, je dis bien podcast avec un S, puisque si je ne me trompe pas, tu apparais dans plusieurs podcasts.
Et oui, pour aux grandes dames de certains des auditeurs, je pense. Il est partout. Si, Ouais, on un veut peu des noms. comme la Covid, j'ai un peu tendance à m'incruster partout, la preuve ce soir. Et voilà. Donc voilà, je crois qu'il va vraiment y avoir un moment où les gens qui écoutent régulièrement des podcasts vont dire mais putain, encore lui, mais c'est pas possible. Bref. Donc, actuellement, on m'entend régulièrement, on va dire, dans 3 podcasts. Le premier, c'est Radio Bear Catch, donc un podcast qui, comme son nom l'indique, est centré sur le catch, où on débriefe l'actualité autour d'un verre, en général, pour que ce soit bien dans la thématique. Le deuxième, c'est que je suis également chroniqueur pour le podcast Qu'est-ce qui devient, donc qui est un podcast de cinéma. Un podcast de connards, oui. Aussi, connard et cinéma, c'est un peu comme la double compétence, écoute, c'est comme ça. Il faut se positionner Mais sur des oui. niches, on a Ah choisi ça. Voilà. Et le troisième qui est tout récent, on a démarré il y a 2 semaines avec mon épouse un podcast qui s'appelle Agatha Christie, D'accord. qui refait donc la bibliographie de la reine du crime dans l'ordre de parution à raison d'un épisode par livre et d'un épisode par mois. Voilà. Eh bien, Ouais. carrière podcastique assez fournie, on va dire. Du catch, du cinéma, de la littérature. Voilà. C'est enfin, un grand écart thématique. c'est ça. Tu es le Jean-Claude Van Damme du podcast, en fait. Donc C'est ça. vous pouvez retrouver donc Greg sur Radio Bear Catch, sur Qu'est-ce qui devient, et sur Agatha Christie. C'est ça. Est-ce que on retrouve ces podcasts un petit peu sur les réseaux sociaux, histoire que les gens puissent suivre, etc. Tout à fait, notamment sur Twitter, Radio Bear Catch tout collé, Agatha Christie, donc CIRMSTIE tout collé aussi, et qu'est-ce qui devient, c'est KESKI2 Oui. VIENT. Voilà. Exactement. Eh bien, merci Greg pour ce petit instant promo. Nous allons continuer maintenant avec la deuxième partie de la chronique de Julia. Avec La Servante écarlate, le pourquoi du comment de cette série, le postulat de base repose sur une dystopie, vous l'aurez compris. Stoppy. Le genre à part entière nous apparaît régulièrement sous forme d'apocalypse zombie, de guerre civile, mais ici son prétexte est une crise de la fertilité mondiale. Alors j'ai une question pour démarrer ce petit débrief de la série. Est-ce que pour vous c'est un point de départ crédible ? Oui, cela peut être un point de départ crédible. Après, jusqu'à quel point, je ne sais pas, mais je pense que effectivement, si un jour on se rend compte que niveau fertilité, ça commence un petit peu à chier dans la colle, on va se dire mais qu'est-ce qu'on va faire, puisque voilà, après tout le monde continue plus ou moins à faire des enfants, hein, donc c'est que pour moi ça continue, hein. Donc ouais, je pense que ça peut être crédible jusqu'à un certain point, pas totalement. Après, pour avoir vu la série avec Julia, on est vraiment, quand elle parle de crise, c'est pas genre il y en a un ou deux et ça passe. C'est vraiment tous les pays environnants, il y a 0 natalité. On est sur des endroits où il y a vraiment plus rien du tout, quoi. S'il y a encore une trentaine de femmes qui arrivent à faire des gosses, c'est bien. Ok, oui, non, effectivement, j'y reviens, mais ça peut être crédible puisque ça veut dire population vieillissante et derrière plus personne pour relancer l'activité économique, sociale, etc. Après, je trouve que ça coche un peu toutes les cases, en tout cas, c'est pas mal de cases de situations qu'on vit un peu actuellement. Une crise environnementale, donc ça, c'est fait. Un déni par rapport à cette crise environnementale, oui, non, c'est pas nous, c'est pas possible. Non, ça doit être Dieu qui nous punit, parce qu'il y a beaucoup de gays. Je crois que c'est ça la vraie raison. Et ça, malheureusement, c'est des arguments qu'on entend pour de vrai aux États-Unis. Quand il y a une tempête, il y a des prédicateurs qui disent c'est la faute aux homosexuels. Quand il y a des raz-de-marée, c'est de la faute à je sais pas quoi, aux communistes, peu importe. Tout pour éviter la remise en question de manière générale. C'est vrai que je serais tentée de dire pareil, et surtout du fait qu'à la base ça se passe aux États-Unis. On sait qu'il y a quand même des mouvements aussi déjà très conservateurs qui sont déjà dans cette mouvance-là sûrement et qui sont plus médiatisés qu'en France notamment. Donc c'est pour ça que moi ça me paraît pas aberrant et je trouve ça un peu original, surtout
quand on sait qu'à la base, ce scénario, il vient de 1985, de se dire, bah ouais, ça peut être crédible. En plus, on le sait, à cause de l'écologie qui part en vrille, bah, au final, autour de nous, on a plein de proches. Enfin, tout le monde connaît quelqu'un qui galère à avoir des enfants, beaucoup plus qu'il y a 10 ans, par exemple. Donc, Crédible. pourquoi pas? Et puis ça explore aussi des mécanismes qu'on sait efficaces si on étudie un peu l'histoire, c'est-à-dire ici tu prends une caste dirigeante qui va s'arroger des droits en dépit d'une autre, là du coup les hommes contre les femmes, ça s'est déjà produit, ça se reproduira sans doute, il y a encore des endroits dans le monde où c'est comme ça, donc c'est toujours pratique de dire voilà, nous on va prendre le contrôle parce qu'on sait ce qu'il faut faire. Bon, les autres, vous avez plus de droits parce que vous ne savez pas manifestement. Et voilà. Et c'est malheureusement, je sais pas dans ces proportions-là si ça pourra arriver, mais ça fait écho à pas mal de choses qu'on peut voir ici et là. Du coup, ça m'amène au premier thème qui est le principal, c'est l'oppression, et en particulier l'oppression et l'objectisation de la femme dans le régime de Gilead. Je te fais les transitions et tout, c'est vraiment... C'est magnifique. C'est magnifique. Oh là là. Je m'épate quand même. À chaque fois que je fais une chronique ces derniers temps, j'ai l'impression de parler de l'oppression de la femme, mais là, c'est pas pareil. Là, c'est-à-dire que là, tu peux pas, tu peux difficilement ne pas en parler. Si t'en parles pas dans cet épisode-là, franchement. C'est compliqué, du coup, ouais. Allez, on y va. Du coup, c'est un thème classique, mais la façon de traiter ce thème dans la série est intéressant parce qu'il se traduit sous plusieurs formes. Il est porté par différentes typologies de personnages féminins. Et alors, j'ai fait une petite analyse à ma sauce, vous me direz ce que vous en pensez, notamment pour ceux qui ont vu la série, mais on a la servante. Donc elle est considérée comme un utérus. C'est un peu la femme qui ne compte que comme un outil à la maternité. C'est un cliché qu'on peut retrouver. On a les épouses. Elle, c'est la femme soumise à l'homme, qui est dans la mouvance « Sois belle, mais tais-toi ». Donc plus dans ce côté-là où elles doivent quand même présenter bien, contrairement aux servantes, par exemple, t'as pas de maquillage, t'as rien. Le but, c'est pas d'être attrayant. Ce sont les épouses qui le sont un minimum, mais voilà, elles font très, très classe, on va dire. Et on a les Martha, donc c'est la femme au foyer parfaite, entre parenthèses, puisque c'est la ménagère. Et on a l'impression, du coup, qu'ils ont divisé un peu toutes ces facettes de clichés ou parfois d'objectivisation voulue de la femme dans ces différentes cases. Mais on a aussi d'autres femmes, celles qui ne peuvent être aucune des trois autres, et qui sont des prostituées en fait. Elles le sont de force, ou elles sont envoyées dans des camps de travaux forcés pour au final y mourir. Mais encore une fois, il faut qu'elles aient leur utilité et qu'elles soient utiles à la société. Par ces facettes-là, si elles sont prostituées, c'est pour satisfaire les plaisirs des hommes, parce qu'au final, les commandants, quand à 23h, ils sont pas encore couchés, ils prennent la petite voiture et puis ils vont au club libertin. Parce que bon, les épouses, elles sont bien gentilles, mais elles sont un petit peu prudes. Et puis on a donc les camps de travaux forcés où là, quand toutes ces femmes elles servent plus à grand chose, autant qu'elles aillent creuser justement dans les mines de produits toxiques, parce que de toute façon c'est pas grave si elles crèvent. Parce que c'est sympa. Et du coup on balaye le spectre des différents types de femmes tolérées par Gilead. Et June, elle est un petit peu toutes ces femmes à la fois avant la crise. Elle arrive à être un peu la femme parfaite dans la mesure où elle a des défauts bien sûr, mais elle travaille, elle aime son job, elle a un mari, elle a réussi à avoir un enfant, elle a été l'amante même de son mari, donc il y a aussi une dimension un peu sensuelle, c'est quelqu'un qui s'apprête, qui prend soin d'elle. Et en fait, elle perd tout, et petit à petit, elle va essayer de regagner ce qu'elle peut, quoi. Je suis désolé, c'est une très bonne analyse, mais quand tu t'as dit... C'est toutes ces femmes, j'ai pensé au L5, moi. Toutes les femmes de ta vie, en toi réunies. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Je voulais la faire, celle-là aussi. Voilà, on fait un gros big up au L5. On sait qu'elles nous écoutent puisqu'elles n'ont que ça à faire maintenant. Allez. Et du coup, c'est vrai que c'est une forme originale de présenter vraiment ces sortes de cases où pour le coup, on range vraiment même par couleur les femmes, et c'est un truc qui m'avait interpellée dans la série ou même dans la promo qui en a été faite, parce que les costumes sont assez particuliers, il y a une identité visuelle très forte, et voilà, j'aurais voulu savoir ce que vous en pensez, si ça vous avait interpellé, même pour Flo, a priori tu l'as pas vu, mais... J'ai pas vu la série, ouais. Mais est-ce que, je sais pas, cette esthétique t'a interpellé ou pas ? Mais, enfin,
oui, c'est une esthétique qui interpelle forcément parce qu'on est quand même sur un truc. Alors, je sais pas quand est-ce que ça se passe. Est-ce que c'est dans le monde contemporain que ouais. Donc, moi, ça me pose question parce que effectivement, on a ce conservatisme qui fait que même dans les vêtements, j'ai l'impression on retourne à ce truc-là avec notamment les servantes qui doivent s'habiller vraiment. Je sais même pas ce que c'est comme habit, c'est quoi comme habit en fait, c'est... Vraiment, en fait, dans l'esprit, t'es limite sur la communauté Amish en mode vraiment valeur, tradition, respect. Ouais, voilà, c'est ça. T'as l'impression de faire un retour en arrière en fait. Donc ouais, ça m'a un peu interpellé, mais après, voilà, c'est code couleur, comme ça on sait à qui on doit parler, à qui on doit pas parler. C'est pratique, hein. Bon, sauf pour les daltoniens, j'avoue, c'est chiant. Mais ce qui est très intéressant, enfin vis-à-vis même de l'environnement autre que les costumes, c'est qu'effectivement, chaque femme a sa tâche en fonction de sa couleur, mais ce que t'as pas évoqué, c'est par exemple que la servante, en gros, elle va faire les courses dans le supermarché. Le supermarché, c'est vraiment le strict nécessaire dont t'as besoin est terminé. Et tu viens, tu parles pas, tu prends tes trucs et tu te casses. Il n'y a pas d'échange. Les servantes ont pas le droit de parler entre elles. Le côté aussi vraiment uniforme en fonction de ton job, c'est... Moi j'étais même parti pas forcément sur ce que toi t'as dit, mais plus effectivement sur t'as la femme, donc t'as l'épouse, t'as la mère, t'as l'amante. Parce que clairement quand ils sont dans leur club libertin avec les nanas qui sont pimpées de ouf, là t'inquiète, il n'y a pas de code vestimentaire avec la jupe qui descend jusqu'à la cheville, non, c'est... On est bien, tu vois. C'est le moment où on se fait plaisir. On est bien. Ceci dit, ces endroits-là sont pas censés exister tels que l'organisation a défini la société. Tout à fait. C'est ça. C'est un truc vraiment underground où... Oui, de ce que j'ai vu, c'est on reste quand même sur de la prostitution, donc on reste quand même sur le truc illégal. Ouais, mais c'est plus l'esprit prohibition, tu vois, où les gens, on le savait, mais on le dit pas, quoi. Et bien sûr, c'est réservé à l'ultra-élite. Toi, t'es le petit gars qui est censé faire le jardin, t'inquiète que t'auras pas accès à cet endroit-là. Un petit peu comme les vrais clubs libertins. Oh, ça dénonce. Sauf que du coup, dans ces clubs-là, en fait, les femmes, elles sont vraiment réduites en esclavage sexuel. Hein. C'est pas vraiment voulu. Y a pas cette volonté-là. Toi, t'es mignonne, tu vas aller là-bas. Non, mais t'as pas cette volonté-là non plus d'assumer. T'aurais pu dire, il y a un club et c'est un peu des rebelles qui sont à l'intérieur. Et les nanas, elles disent, nous, on se prostitue, mais on lutte un peu contre le système. Pas du tout, en fait. Elles sont toutes aussi opprimées dans ces endroits-là. C'est plus... C'est-à-dire, vu comment toute tentative de rébellion est immédiatement sanctionnée par des sévices qu'on verra de plus en plus cruels au fil de la série, c'est vrai que soit tu te barres pour aller te rebeller de loin, ou soit tu acceptes. C'est vrai que c'est difficile de faire l'entre-deux. Et tout à l'heure, tu parlais des camps de travaux où effectivement on envoyait les femmes qui étaient rebelles, mais la rébellion, c'est pas juste on n'est pas d'accord avec le pouvoir, c'est tu es lesbienne, tu y vas, tu ne peux plus avoir d'enfants et t'es pas cool parce que tu sais pas faire le ménage, tu y vas, tu as des idées politiques qui ne correspondent pas, tu y vas. Enfin, il y a plein de raisons de les envoyer dans les... C'est ça, on s'emmerde pas à savoir le pourquoi du comment, c'est non, t'as entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, t'as un défaut de fabrication, tu jardes quoi, en fait. Oui, on t'a soupçonné d'avoir volé une pomme. Bon, si t'es gentil, on te coupe le bras, sinon. Allez, sympa. Là, pour le coup, ça se rapproche aussi de certaines grandes démocraties qui existent actuellement où si t'es un journaliste, tu dis bon voilà, celui-là c'est un espion, et puis t'as le droit de le mettre en tôle pendant 20 ans quoi. Le temps déjà qu'un avocat arrive, il y aura 5 ans qui sera passé. Oui. Le temps que le procès arrive, il y aura 15 ans qui seront passés, et après tu négocies. Et bienvenue dans Culture Ims, le podcast qui dénonce. Et du coup, alors j'en ai pas parlé, il y a une autre catégorie de femmes qu'on appelle les tantes. Et est-ce que Greg, par exemple, tu veux nous parler un peu de ce que font les tantes? Qui sont ces femmes charmantes? Alors les tantes, c'est des matrones en fait, c'est-à-dire que ce sont des femmes qui encadrent principalement les servantes, mais toutes les femmes en général, et qui leur apprennent les bonnes manières. Ce sont des formatrices en ferme ta gueule. Voilà, c'est joliment dit. Et elles le font très bien, et du coup, si tu ne leur obéis pas, ce sont les premières à appliquer les sévices. Yes. Même entre femmes, t'as aussi cette catégorie-là qui prend plaisir parce que du coup elles sont valorisées par le pouvoir en place. On leur dit vous avez mis vachement bien des coups de fouet aujourd'hui, franchement bravo. Statut social level up. Ouais.
Généralement, ce sont pas des jeunes. Enfin, de mémoire, Si. c'est un entre-deux. Elles ont pas 30 ans, quoi. Ah, il y en a si. C'est un peu comme des collabos, quoi, quelque part. C'est C'est des ce que gens j'allais qui dire. se rangent Ouais, du ça côté me- de l'ennemi pour bien se faire voir et pour bénéficier d'un statut. Et peut-être aussi, pour certaines, notamment la tante principale, parce qu'elles adhèrent au moins en partie aux valeurs qui sont prônées par le régime, quoi. Et puis, on peut aussi aborder la place des hommes. Alors, je trouve personnellement qu'il n'y a pas grand-chose à dire, donc vous allez peut-être pouvoir m'aider parce que je les répartirai comme ça. Il y a les oppresseurs top level qui sont les commandants. Il y a les mains de l'oppresseur qu'on appelle les anges, qui sont des sortes de gardes en fait et d'agents de sécurité. Et il y a le sauveur qui en fait est Luke, c'est-à-dire le mari de June par exemple, ces hommes qui ont réussi à fuir dans d'autres états protégés comme le Canada et qui vont tout faire pour faire revenir leurs épouses ou les sauver. Mais c'est vrai qu'hormis ça, même si les personnages leur psychologie sont bien travaillées, j'ai pas la sensation qu'il y ait beaucoup de variété dans leur caractère, quoi. Bah, de toute façon, la place de l'homme dans la série est pas proéminente non plus. C'est pas lui qu'on veut montrer, à part dire bouh, regardez comment il est méchant, ou à l'inverse, les gentils se sont cassés, les autres de toute façon ils ont qu'à fermer leur gueule, et ils ont quand même des postes qui sont pas dégueux. Enfin, j'ai pas eu le souvenir de me dire putain, le mec là il a pas de bol d'être à son emplacement, tu vois. Bah, sans que ce soit ça, c'est vraiment une série qui part sur des castes, donc voilà, faut bien ranger les gens dans des cases. Je pense que c'est un peu ça aussi. Après, je sais pas, j'ai pas vu la série, donc. Après, le problème, c'est que dès que tu veux faire partie des dirigeants, t'es obligé d'être un peu plus royaliste que le roi, donc un peu plus rigoriste que les autres. Donc dès que tu fais preuve un petit peu de souplesse, les autres prennent ça comme une faiblesse et t'es en danger. Donc t'es obligé de remettre un petit coup d'accélérateur pour dire ah non, j'ai pas arrêté d'être con, hein. Regardez, moi je peux être là très très con, là maintenant tout de suite, là regardez, je vais frapper ma femme. Et voilà, c'est une espèce c'est la fête à neuneux, quoi. T'es obligé de toujours surenchérir par rapport à tes petits camarades pour montrer que que tu vaux plus qu'eux, que tu respectes encore plus que le dogme pour monter dans la hiérarchie. Et en fait, ceux qui sont tout au top, ils sont complètement déconnectés, ils sont complètement cinglés, quoi. Ça me rappelle un truc. Ouais. Puis c'est vrai, et en plus, on le sait alors dès le début des épisodes qu'il y a une sorte de rébellion secrète. Au fur et à mesure, on apprend qu'il y a sûrement des résistants, et donc le pouvoir en place se méfie quand même beaucoup d'eux. Et pour un peu prouver que tu n'es pas un résistant, dès que tu as l'occasion... Un gros flag. Ouais, c'est ça en fait. Dès que tu as l'occasion d'en faire un peu plus pour montrer que surtout t'es pas un résistant, même si tu l'es justement, bah tu t'y vas, quoi. C'est ça qui est bien dosé aussi, effectivement, c'est que même les mecs au début où tu te dis oh non, lui, c'est vraiment un enculé, bah t'avances dans la série, tu fais ah bah finalement, pourquoi pas, mais c'était bien caché. Ouais, puis dans un monde où tout est très cadré, justement, réglementé, la série nous donne à voir quand même, parfois, les rôles peuvent s'échanger au fil des saisons, s'inverser. On voit que justement la relation de June avec ses maîtres de maison, on va dire, au début, elle est soumise, il n'y a pas de souci, même si c'est contre sa volonté. La cérémonie. Mais il y a des moments où tu vois qu'elle reprend le pouvoir ou inversement. C'est vraiment tout un jeu qui est en tension entre les différents acteurs où tu commences à avoir pitié pour certains alors que tu dis mais c'est des gros enculés. Et en fait, quand tu vois comment ils ont pu en arriver là, parce qu'il y a des flashbacks qui nous expliquent un peu comment ce monde s'est mis en place, et ben c'est pas que tu comprends, mais il y a des moments où tu prends pitié alors que l'instant d'après, t'as envie de les égorger. Ah, cool. Non, mais oui, tu passes vraiment de l'émotion, de la haine compulsive à la compassion, où tu te dis ah quand même, oui, c'était pas facile pour lui avant, le pauvre Mickey. Ouais, mais c'est intéressant du coup de voir un petit peu ce contre-pied à chaque fois, de se dire bah c'est un véritable enculé. Et après tu vois et tu dis ah oui non mais en fait il a des raisons de devenir un enculé et du coup bah peut-être que alors je sais pas, je vais peut-être un peu loin, mais peut-être que ça devient un petit peu plus excusable. Pour aller jusqu'à l'excuse, mais Ouais, pas excusable. C'est mental, quoi. Encore une fois, je n'ai pas vu la série, donc je ne peux pas. On va plus parler de circonstances atténuantes D'accord, qu'excusables. Okay. Ok, donc c'est un autre délire. Très bien. Ce qui est bien, c'est que du coup, tu vis un peu en même temps que June, elle va rencontrer plusieurs personnes. Bon, on va comprendre très vite qu'elle n'est pas forcément dans la résistance, mais qu'elle veut se libérer de ça, donc elle fait certaines alliances. Elles, les servantes, elles essayent de tâter le terrain auprès des autres servantes, parce qu'il y en a qui sont un peu pour le régime aussi. Voir si elles sont dans leur camp ou pas. Et en fait, tu tâtonnes en même temps que les personnages et à chaque instant, tu fais
oui, alors lui, tu peux te rapprocher, il a l'air sympa. Ah ouais, finalement non, vas-y, n'y va pas. Et en fait, on découvre en même temps que les personnages lesquels sont fiables ou non, et on sait que ça peut se retourner à tous les moments, quoi. C'est vraiment bien rendu sur un côté espionnage contre espionnage. Est-ce que t'es avec les gentils et finalement tu te rends compte que non, enfin, il y a rien de perceptible. C'est pas. Ouais, c'est pas le genre de série où tu vois le personnage qui dit tu pourras toujours me faire confiance et 2 secondes après quand l'autre s'est barré il dit en fait je suis le méchant. Voilà. C'est ça. Ouais, puis ils vont pas avec les gros sabots du tout, justement. Enfin, on peut trouver qu'il y a des longueurs parce que sur 3 épisodes, elle va se demander si sa copine de course elle est dans son camp ou pas. Et c'est des petits détails qui sont semés comme ça et tu prends le temps avec elle de semer les graines pour voir s'il y a quelque chose à prendre ou pas. Et c'est pas tout de suite. Ah oui, j'ai toujours su que tu étais une copine. Ouais, carrément. Et c'est assez lent. Ça peut être un peu frustrant parfois au début pour cette lenteur-là. Mais le fait qu'ils prennent le temps de mettre les choses en place, ça nous met vraiment dans cette ambiance de malaise, en fait, qui règne quand même au long de la série. Oui, parce que tu suis un cheminement où t'es plus dans l'angoisse de est-ce qu'elle va s'en sortir que vas-y, défonce-les, quoi. Ah, je sais pas. Et puis, pour contribuer à l'ambiance, t'as aussi, on l'a dit tout à l'heure, la place de l'esthétique, en fait, qui a une grosse importance, autant au niveau des plans que dans les costumes, ça on l'a déjà dit. Mais pour ce qui est des plans, par exemple, pour June, donc le personnage principal, il y a énormément de très gros plans sur sa tête quand elle est dans des positions ou quand elle a une tête pas du tout avantageuse. Tu vois sa rage, tu vois sa haine, même quand elle se fait casser la figure, par exemple. C'est ça. Enfin, c'est ça. C'est très propre, c'est très beau, c'est très bien filmé et il te montre des trucs quand même assez hard. À titre perso, je la trouve pas du tout attirante comme actrice. Pour moi, il y a rien, quoi. Enfin, elle est neutre, elle est banale. Et j'avoue que pas avec besoin les pour enfin t'es actrice, t'as pas besoin de. Oui, non mais enfin c'est vraiment pour contextualiser. Et D'accord. en fait, si tu veux, quand tu la vois dans cette série-là, t'as vraiment des moments où voilà, tu la sens femme, attirante. Il y a le côté joueur, mais c'est pas comment dire. Autant elle va pouvoir être tout l'un que tout l'autre. Ça va vraiment être soit vraiment la jolie femme que tu te dis ah ouais, je me laisserais bien séduire parce que dans son attitude, dans ses mimiques, dans son sourire ou parfois dans le maquillage qu'elle peut avoir à certains moments, elle dégage un truc et c'est vraiment bien filmé. Et autant il y a des moments où tu sens qu'elle n'est que haine, rage, désespoir ou qu'elle est complètement démolie. Et là où tu te dis c'est tendu quoi. T'as pas une femme en face de toi, t'as vraiment un sac de frappe quoi. C'est une femme qui est aux abois, donc plusieurs fois elle est obligée de vraiment mettre à contribution toutes les ressources qu'elle a, effectivement, que ce soit dans la séduction, que ce soit dans la tromperie, la duperie, parce que du coup elle va jouer un double ou un triple jeu avec certaines personnes, et parfois effectivement ses plans tombent à l'eau, et là elle se retrouve acculée, et là il y a un côté un peu plus animal qui se retrouve chez elle, parce que là on sent vraiment qu'elle est prise au piège. Et que... Alors, c'est là où je trouve qu'elle est très forte, c'est que justement, elle arrive à le jouer avec une force que t'as pas chez tous les acteurs. Genre, comment elle s'appelle l'autre là, de Twilight, qui a une expression faciale. Steve Stewart. Ça. Ça. Genre. Moi, dans le genre, j'aime beaucoup aussi le jeu de Yvonne Strahovski qui joue donc Serena. Qui fait l'épouse. Oui. Qui est l'épouse, parce que elle, c'est pareil. Alors, elle a des motivations très différentes. Mais elle, Julia t'en parlait tout à l'heure, dans le même épisode, elle va réussir à être compréhensible, voire effectivement à éveiller un peu de compassion chez nous, et 5 minutes plus tard, elle va faire un truc, on va dire, mais connasse, quoi. Enfin, ça, c'est viscéral. Des fois, elle alterne de l'un à l'autre. Oui, puis ce qui m'a beaucoup touché dans ce personnage que je trouve odieux à certains moments, et je pense que c'est le déclic qui nous a fait beaucoup dire « Ah ouais, ok, peut-être qu'elle a pas beaucoup de chance », c'est que c'est elle qui contribue principalement à l'élévation de son mari au poste de super commandant et qui met en place le régime. Oui. Et au final, elle perd quasiment tout dans l'histoire alors que c'est elle qui l'a aidé à le mettre en place et qu'elle le soutient, quoi. Clairement, c'est l'homme de l'ombre. Hein. De base, elle a tout fait avant, quoi. Surtout que le mari, lui, enfin, il sert vraiment à rien. Je veux dire, c'est du charisme. C'est probablement un des personnages les moins appréciables de la série parce que lui, il est jamais vraiment sympa. Les seules fois où il est sympa, c'est parce qu'il attend quelque chose de la personne en retour. C'est parce qu'il espère conclure, c'est parce qu'il espère qu'il aura plus de facilité avec la servante après. Sinon,
Voilà, tout est toujours calculé, et puis c'est un lâche. Le nombre de fois où il laisse faire des choses par le régime, même à sa femme. Il y a une scène dans la saison 3. Oui. Ouais, j'ai vu le petit geste. Oui, à un moment, Manipulation. elle a besoin de son soutien, il dit ok, bah vas-y, je t'accompagne, et puis quand ça commence à chauffer pour elle, il fait pop. Alors moi, non mais alors, moi j'avais dit à ma femme que c'était une mauvaise idée. Hein. Il va prendre ta punition. Franchement, si vous devez la sanctionner, moi je suis pour, parce que on peut pas laisser passer ça, quoi. On est donc sur un joli fils de pute. C'est ça. Et alors, il y a un élément très important qu'on n'a pas abordé. Qui veut nous raconter comment se passe la cérémonie et qu'est-ce que la cérémonie? Ah bah vas-y, moi je veux bien raconter. J'ai pas vu la série, mais je veux bien raconter, du coup. non, bah je... non. Qu'est-ce que peut-être la cérémonie? Qu'est-ce que ce rituel qui se passe au sein des demeures des commandants? Oh, je sais pas, mais à mon avis, c'est pas sympa. Non, est-ce qu'on est sur des sévices d'ordre sexuel ou quelque chose comme ça? Oui, oui, puisque c'est un rituel juste pour un type pour les servantes, c'est pour tout le monde, c'est. Allez, donne la réponse. Vas-y, donne. Alors concrètement, t'as vu juste, effectivement, c'est le fait d'ensemencer la servante. Oui, de la tringler bien salement, quoi. Ok. Bah non, justement. Ah non. Si j'ai mis ce terme-là, c'est vraiment que tu as un rituel qui est mis en place. Une fois. Ah oui. Une fois. Justement qu'elle soit fertile. D'accord, comme avec les juments, limite. C'est ça. D'accord, très bien. Est posé sur le lit. Le mâle arrive, récite un petit bout de Bible, et hop là, pendant que la servante est maintenue aux mains par l'épouse. Ouais. Ça, c'est le petit détail croustillant. Voilà, et en fait, il n'y a pas vraiment de eye contact entre le commandant et la servante. Il est censé limite regarder l'épouse pendant qu'il fait ce qu'il a à faire. D'accord. Et c'est vraiment dedans, dehors, c'est fini, on y va, salut, bonne nuit, quoi. Instant malaise. Et voilà. Et il fait un peu froid là, je vais mettre une petite veste. Pour tout dire, la première saison, moi, je l'ai regardée avec ma femme, et c'est vrai qu'on savait que c'était dur, on avait entendu parler du contexte et un peu sulfureux de la série. Ma femme, lorsqu'elle a eu les premières scènes un peu de ce type-là, elle a dit je sais pas si on va continuer à regarder parce que c'était vraiment dur. Même la manière dont c'est filmé, c'est jamais cru, mais tout se joue dans les regards, tout se joue dans les expressions corporelles. Et t'es infiniment mal à l'aise. Toi, t'as envie de te recroqueviller dans ton canapé comme ça et d'appeler ta maman pour dire je vais pas bien, j'avais envie de parler à quelqu'un. À quelqu'un de confiance. D'amour, hein, Allez. vraiment, Non, bah oui, je me doute bien que c'est pas un film d'amour. Hein. C'est bizarre sinon. T'es pas sur Irréversible, mais c'est gênant. Mais du coup, j'aime beaucoup parce que ça me permet de faire un peu ma transition de question de fin. Magnifique. J'ai noté exactement, est-ce que la dureté du thème abordé justifie un traitement de l'image tout aussi dur et jusqu'au boutiste? Parce qu'on pourrait plus dissimuler les choses et les sous-entendre, mais c'est pas tellement le cas. Et est-ce que pour vous, en gros, c'est utile de montrer tout ça, toute la dureté, ou est-ce qu'au contraire, parce que, comme pour ton épouse Greg, j'ai beaucoup moi-même de personnes autour de moi qui m'ont dit ah, ça avait l'air génial, mais soit je regarde un épisode par épisode, mais vraiment petit à petit parce que je peux pas, ou alors j'ai arrêté parce que c'est trop dur. Alors je vais répondre à ta question en 3 étapes, donc thèse, antithèse, synthèse. La base. Voilà, la base. Non, je pense que c'était très utile, entre guillemets, pour faire connaître la série, parce que c'est vraiment une sensation coup de poing. Tu le prends dans la face et ça appuie le propos, en tout cas pendant la première saison, et on se dit, on peut pas laisser faire des choses comme ça, même si c'est toujours facile de dire ça dans son canapé. Non, mais moi, je ne saurais jamais faire un truc pareil. Bon, même la série montre que ça peut se passer parce qu'il y a des gens qui sont passifs et qui disent ouais, c'est peut-être pas si mal. Donc ça, c'est la première chose. Mais par contre, dans les autres saisons, je trouve que des fois, ça joue un petit peu à la surenchère, ou peut-être pour faire perdurer un peu le côté scabreux de la série. Et des fois, c'est un peu inutile sur la longueur, je trouve. Pas d'accord. Eh ben, dis pourquoi, au lieu de dire pas d'accord, là, argumente un petit peu, Michel. C'est comme ça, je me casse, voilà. Mais tu es dans ton salon, arrête.
Si je dois encore me barrer, bref. Non, je suis pas d'accord dans le sens où justement, effectivement, bon, il y a une grande place sur la sexualité, le côté effectivement dur, violent de ce pan de la série. Mais je trouve que tout est dur dans la série. Ils ont pas fait un alors oui, effectivement, une scène de viol, c'est insoutenable, c'est pas quelque chose d'agréable à regarder, je suis complètement d'accord avec vous. Mais en fait, quand on regarde, on est sous le régime de Vichy, limite, on a une thématique guerre mondiale autour où c'est franchement, t'as pas envie d'être dehors. Quand tu vois les zones limitrophes qu'on va voir justement quand elle va essayer de s'enfuir et qu'elle va tomber dans les espèces de ruines et tout, enfin, puis même les punitions, les moments de torture, les coups de feu ratés, sans spoiler. Enfin, il y a des trucs où j'ai trouvé que c'était dur, mais vraiment sur tous les thèmes. Ils ont pas fait un choix de dire, regardez, ça, c'est du sexe, on sait que ça va marcher, et en plus, ça va être filmé salement, donc ça va être encore plus dur à supporter. Je trouve que voilà, il y a d'autres moments dans la série qui sont tout aussi difficiles, sans que ce soit sur la même thématique, et justifiés par le moment. Moi, après, c'est vrai que le côté trash me dérange pas, mais parce que visuellement, je suis aussi habituée à des films d'horreur, des choses comme ça. Après, là, effectivement, ça prend aux tripes parce qu'on sait que c'est du cinéma, mais ça touche à des sujets réels. Et ce qui, oui, c'est utile dans la série parce qu'on a eu ça au début. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est un peu, tu t'es engagé à regarder ça, à aller jusqu'au bout. Et derrière, désolé pour toi, mais il va falloir que tu t'engages aussi à supporter ces images-là, en fait. Alors, je sais pas si je peux spoiler ou pas en disant ça, mais pour moi... Ça dépend quel moment tu spoil. Comment ? Ça dépend quel moment tu spoil. Je vais essayer de faire simple, mais t'as la déchéance mentale de la femme d'un des commandants. Pour moi, psychologiquement, elle est aussi... Enfin, elle fait partie des moments qui sont très durs dans la série aussi. T'as aussi un épisode où il y a une femme qui se prend littéralement une balle dans un supermarché, si je me souviens bien. Cette scène est affreuse parce que pas légitime du tout dans le contexte. C'était pas la personne visée, c'était pas le moment, enfin voilà. Et il y a plein de petits trucs comme ça disséminés qui sont pour moi tout aussi violents que ce point de départ en fait. Oui, donc pour toi, c'est pas des images trash mis comme ça au hasard, c'est que comme toute la série est dure, c'est dans la logique quoi. Ouais, c'est ça, c'est un enchaînement. Là où je te rejoins un peu, c'est que quand tu regardes, finalement, ils ont un peu tous des vies de merde. Hein. Quand tu regardes dans l'intimité, il n'y en a pas un qui est heureux, que ce soit du commandant à la servante en passant par l'épouse. Ils sont tous dégoûtés, soit parce que écrasés par la pression de leur rôle, soit parce que ils ont plus de droits, soit parce qu'ils sont ils ont tout perdu. Donc il y en a aucun vraiment qui, je pense, qui trouve vraiment son compte. Complètement d'accord, et puis même en fait dans les thématiques, là pour l'instant c'est vrai qu'on a surtout abordé le côté pays en guerre, tout ça, le viol, mais t'as le lynchage collectif, t'as la pendaison, t'as l'excision, enfin il y a des trucs qui sont quand même vachement durs, qui sont abordés et qui se passent ailleurs. Enfin, pour moi ce serait trop limitatif de dire voilà, la scène de la cérémonie elle est dure et du coup la vie des femmes elle est dure dans la série. Mais est-ce que t'as pas l'impression des fois que ça fait un peu catalogue ? Alors, lynchage, ça on a fait, excision, ça on a fait, arracher une oreille, ça on a fait, un petit doigt, pourquoi pas. Bon alors, est-ce qu'on ferait pas l'amputation ? Tu vois ? Ça, c'est ce que je reproche un petit peu sur la durée. Toi, tu vois ça comme une checklist Pas forcément, mais à force en fait. Ouais. Non, mais c'est pas faux en soi, oui. Moi, je dirais que ça se tient dans la série, mais effectivement, c'est pas impossible qu'il se soit dit aussi. Ouais, c'est ça, on n'a pas encore fait, les gars. Oui. Je sais pas si c'est une manière de le dénoncer ou si c'est une façon de choquer et donc d'augmenter l'audimat. J'ai pas la réponse à ça. Peut-être les deux. Mais en tout cas, pour conclure, on peut dire que cette série, justement, du fait qu'elle est choquée, que ce soit par ce qu'elle aborde ou même par ses images, elle a eu un grand retentissement à l'échelle mondiale, puisqu'en fait, le costume est très utilisé depuis 2017, notamment lors de manifestations à New York, pour contester les politiques de Trump. On a eu beaucoup de femmes qui sont déguisées en servante écarlate pour marcher dans le Capitole. En Argentine aussi pour défendre la légalisation de l'avortement. Et en fait, régulièrement, depuis que la série est sortie, il y a des femmes partout dans le monde qui se réapproprient ce costume lors de manifestations pacifiques pour dénoncer. Et voilà, encore un étendard pour les féministes.
Après, ça a un peu plus de gueule que tous les gars qui se réunissent se déguisant en la Casa de Papel pour dire on est trop des déglingos, on va faire un braquage, quoi. Ouais, c'est vrai que là, c'est un peu plus bancal déjà. Il y a un peu plus de légitimité, un peu plus de fond derrière. C'est clair. Merci Julia. Nous allons maintenant conclure par le traditionnel conseil de classe. Et je vais demander à Sébastien de commencer. Pour moi, c'est des encouragements avec quand même une petite note d'attention. Très Ne bien. pas trop en faire parce que tout ce qu'on a dit, même si c'est une très bonne série, il faut la regarder parce que c'est intéressant. Il y a ce côté justement panel de tout ce qui est moche dans le monde vis-à-vis de la femme qui est exploité et mis en lumière. Je trouve ça très intéressant. Après, attention effectivement à ne pas trop en faire et finalement rejoindre ce que tu disais avec une surenchère pour le plaisir d'avoir Une juste des surenchère. trucs dégueulasses Ok. à montrer. Ok, très bien, merci. Moi, je vais continuer et je vais donner un avertissement comportement. Nous avons affaire à un individu violent, visiblement très 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 violent, qui nous parle de choses qu'il fait avec d'autres femmes et nous ne voulons pas savoir. Donc, je mettrai vraiment un avertissement comportement. Et autant habituellement je suis, on va dire, assez bon public et vous arrivez assez facilement à me convaincre de regarder des trucs, autant là, vu comme vous l'avez vendu et la dureté de la chose, je sais pas si je m'y risquerais comme ça les deux pieds en avant en fait. Ça me fait un peu peur, je vous avoue. C'est pas le truc que tu commences à regarder un dimanche en disant il y a rien à la télé, je vais me faire ça comme ça juste après Allez, moi. chérie, viens. Voilà, juste après Texas Rangers. Ah ouais, non, le poulet frit il passera moins bien du coup. C'est... Greg, c'est à toi. Moi, je rejoindrai la notation de Sébastien Ouais. qui était encouragement, Oui, des encouragements. avec un point d'attention, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Moi, qui me chagrine le plus dans cette série, finalement, et de manière assez paradoxale, c'est l'héroïne. Moi, j'ai vu 3 saisons, et il y a un truc qui m'agace un peu. C'est pas chez elle, c'est le traitement. En fait, le traitement qui est fait sur l'héroïne, c'est un peu, je trouve, je force le trait, c'est l'anti-Game of Thrones. L'anti-Game of Thrones, c'était Ned Stark, t'as l'impression qu'il peut rien lui arriver, et d'un coup, bim, il lui arrive un truc pas cool, je ne vais pas spoiler la fin de la première saison. Ouais, non, chiant. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui savent ce qui se Oui. passe. Là, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'elle fait énormément de choses dans la série, mais il y a des femmes qui sont clouées au pilori pour 3 fois moins que ça. C'est-à-dire, toutes ses copines, elles se font... Alors, elle aussi, elle prend, attention, mais jamais au point de la de la tuer ou de l'handicaper vraiment durablement. À chaque fois, c'est des trucs pour marquer le coup, mais elle s'en sort et après elle recommence alors que elle fomente des révoltes, elle ment, elle triche, elle essaie de s'échapper. Enfin, je veux dire, globalement, elle fait vraiment tout à elle seule pour déstabiliser le régime. Et du coup, et malgré tout, elle est encore presque en un seul morceau. Donc C'est beau. C'est beau. Enfin, c'est beau, je sais pas, mais... voilà. Et donc, il y a un peu cette aura de quelque part, il peut rien lui arriver de vraiment très grave, malgré tout ce qu'elle peut faire, qui me gêne un peu. Après, peut-être que dans la 4e saison, ça change. Et ceci dit, je ne souhaite pas non plus qu'il lui arrive trop de malheur. Mais c'est juste qu'il y a une différence de traitement entre elle et les autres personnages féminins de la série. D'accord. Ils sont tellement sur le traitement que justement ils se sont dit ça va être elle qui va conduire le truc jusqu'au bout, quitte à en faire une Wonder Woman qui survit à tout, mais au moins on aura dit ce qu'on avait à dire, quoi. C'est possible. Et nous allons terminer ensuite sur Julia. Moi, je donnerais les félicitations à la série globalement parce que c'est original et c'est couillu quand même. Alors même si maintenant elle est installée sur le coup, c'était couillu. Et je rejoins totalement l'avis de Greg sur l'héroïne. Alors moi, c'est pas forcément pour les mêmes raisons, mais c'est une héroïne qu'on adore détester, comme on dit. Elle porte la série, mais en même temps, toutes les 30 secondes, je la regarde et je lui fais « Mais t'es conne ou quoi ?» Et puis, ta gamine, arrête de la chercher, c'est bon, on a compris. C'est comme dans Stranger Things, quand t'as Winona Ryder qui arrête pas de crier « Oui, Louis, mon fils !» C'est un peu la même, et c'est usant. Et j'adore cette série, mais l'héroïne, je l'adore autant qu'elle m'insupporte. Elle est un peu tête à claque des fois.
C'est vrai. Et C'est tellement le truc du je peux m'en sortir, mais je vais rester. Et non, bah les couilles. Eh bien, J'y merci. vais. Allez, merci à tous. Merci Greg d'être venu. J'espère que ça t'a plu. Puisque c'est Très ainsi. cool. C'est ainsi que se termine cet épisode de Culture Ims. Je vous rappelle que vous pouvez écouter les épisodes précédents sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, YouTube quand on n'est pas striké aussi. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez aussi retrouver Greg sur les réseaux sociaux. Vas-y, je te laisse. Sur quel réseau ? Alors, principalement Twitter, Ouais. donc Radio Berkatch tout attaché. Qu'est-ce qui devient donc KESKI2 VIENT et Agatha Crimsty. Donc Crimsty, ça s'écrit CRIMSTIE. Voilà. Vous pouvez donc aller écouter les autres podcasts où officie Greg plus régulièrement que sur Culture Ims puisque il est venu une fois et puis pour l'instant voilà. Hein, C'est ça. peut-être. Et là, d'ailleurs, ils sont en train de se dire, et ce sera bien la seule et dernière fois qu'il vient. Non, pas du tout. Nous, on aime C'est bien là, avoir c'est des invités. C'est chouette d'avoir des invités. Ça permet d'avoir d'autres points de vue que les nôtres. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais avant ça, n'allez pas croire que j'ai oublié le nouveau podcast de Gus, Wake Up NBA, qui fait partie de l'écurie podcast au même titre que Culture Ims. Allez l'écouter. Un petit podcast sur la NBA. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne journée, bonne soirée, cœur sur vous et surtout, culturez-vous.